Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter Yahya Bellaskri nous parler de son livre qui est un recueil de chroniques. Et merci donc aux, ce qu'il faut dire, les followers, les abonnés de Facebook qui nous suivent, qui vont nous suivre par intermittence sur notre réseau social. Donc ce soir, je suis particulièrement vraiment heureux de recevoir Yahya, qui est un écrivain, qui est un journaliste, qui est un écrivain qui a publié un certain nombre d'ouvrages pour rappeler certains titres. Il y a Le bus dans la ville qui est paru en 2008, Les Fils du jour, qui est paru lui en 2015, et les deux derniers romans, le livre d'Amré qui est publié chez Zulma et qui paraît en 2018, et puis Le silence des dieux qui est aussi paru chez Zulma en 2021. Et donc, pour continuer sur la présentation, vous êtes aussi une des chevilles ouvrières de la revue Appelée, qui est aussi publiée chez Zulma, et vous êtes aussi un pilier, ou en tout cas une figure qui est très souvent présente au salon, au festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo. Donc ce soir, on vous reçoit pour ce recueil de chroniques amères d'un Méditerranéen. Ce sont des chroniques qui rassemblent un certain nombre de textes que vous avez publiés dans différents journaux de la presse nationale et internationale entre 2010 et 2022. Nous verrons bien évidemment un certain nombre de ces chroniques, les thématiques que vous abordez, mais je dirais d'abord et avant tout, le problème des chroniques, c'est que finalement on les pioche et puis on ne saisit pas forcément l'ensemble, ce qui fait l'originalité, la texture, le parfum de l'auteur. Et à les lire, à y avoir travaillé, je crois aussi que ce qui est important, c'est qu'à travers ces chroniques, on mesure à quel point l'humanisme est une boussole pour le lecteur, dans des moments où les choses sont plutôt empreintes de troubles, de doutes, d'incertitude, voire de colère. Comment ces chroniques, qui vous parlent de choses plutôt difficiles, nous apprendrons les thèmes, combien ces chroniques sont aussi, offrent des perspectives, sont des sources d'espérance, même si on se posera la question, je vous poserai la question de savoir que valent les mots. Il y a dans la salle au moins un poète, que valent les mots face au Kalachnikov. Donc je vous propose une petite lecture pour commencer qui permettra aux gens qui ne connaissent pas Yahya Bellaskri ou trop peu, déjà peut-être d'avoir une idée de qui vous êtes. Mais avant de lire, peut-être dire merci pour l'invitation. Tu sais très bien l'amitié et l'amour que j'ai pour toi. Absolument, c'est important de le dire. Et puis je suis très heureux d'être à l'association Culture Berbère, que j'aime beaucoup, que je respecte pour le travail qui est entrepris depuis de très longues années, depuis près de 50 ans, je crois. Un travail remarquable, important sur la question, la berbérité de ce pays qui s'appelle l'Algérie, qui est le nôtre. Même si la France aussi est notre pays. Alors, cette lecture, peut-être pourrait exprimer un petit peu ce que je voulais dire à part ce livre. J'ai grandi dans l'effroi de la guerre, et je sais la chute des hommes et leur défaite. Durant la guerre d'indépendance algérienne, j'ai vu mon père humilié par un soldat, mon frère piétiné par un autre. J'ai connu la peur panique. J'ai vu des visages ravinés par les larmes. J'ai accroché des regards éteints et croisé des corps affaissés. Je sais l'humiliation et le mépris. Par chance, j'ai pu glaner l'amour. Maladroit et sans mots, l'amour tout de même, fait de regards tendres et de gestes chaleureux. Ce fut le chemin qui m'était offert. Je l'ai emprunté résolument, obstinément, sentant que là s'apaiserait mes tourments. Plus tard, j'ai établi ma filiation et trouvé matière à m'enorgueillir. Enfant des soubresauts et des ruptures, j'ai renoué avec les ancêtres. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger, disait l'un. Je comprenais que c'est Saint-Augustin. Tout être est mon être, disait l'autre. C'était la même. La distance est phénoménale. 15 siècles et plusieurs religions plus tard, je suis devenu l'héritier de la plus belle humanité,
celle qui s'indigne contre l'avilissement de l'homme et ose la fraternité. Autre paternité fondamentale, celle de Kateb Yassine qui disait « Si je me réfère à une nation, c'est à mon Algérie. Et si je tends vers l'universel, c'est celui de tous les idéaux de l'islam, du judaïsme, du christianisme, des révolutionnaires, des humanistes, et puis des poètes, surtout des poètes. » Fin de citation. Alors je suis un homme. Et parce que je suis un homme, je suis de tous les hommes. Et parce que je suis de tous les hommes, je suis musulman, chrétien, juif. Je suis écrivain aussi dans le rôle, disait Albert Camus, et de témoigner, crier, chaque fois qu'il est possible, dans la mesure de notre talent, pour ceux qui sont asservis comme nous. Fin de citation de Camus. Merci. Alors, la première question porte sur le titre. Pourquoi méditerranéen? Pourquoi pas algérien? Pourquoi pas africain? Puisque vous revendiquez, nous le verrons tout à l'heure, l'appartenance de l'Algérie à l'Afrique, ce qui est parfois oublié. Mais pourquoi méditerranéen? Parce que la Méditerranée, c'est un continent liquide, comme disait, non pas Camus, Camus l'a repris à l'écrivain marseillais qui vivait à Alger, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, qui disait que c'est un continent liquide qui réunit énormément de civilisations à laquelle j'appartiens. Alors bien sûr, l'Algérie, parce que l'Algérie, et puis sa profondeur africaine, c'est important. L'Algérie, c'est en Afrique, c'est pas ailleurs, même si quelques-uns croient qu'ils sont ailleurs et qu'ils ne sont pas africains. Et bien entendu, tout le pourtour des Méditerranéens, tout l'apport depuis les Grecs, les Romains et tous les autres, même les Vandales, je les revendique. Et puis, fondamentalement, la berbérité. Donc, si je dis méditerranéen, d'ailleurs, quand je m'excuse de temps en temps, non, excusez-moi, pardon, pas je m'excuse. J'aurais tendance à faire des digressions. D'ailleurs, quand on parle de culture arabo-musulmane, moi, j'emploie ce terme qu'a forgé Rachid Aous, l'intellectuel algérien qui est décédé. C'était plutôt la culture maghrébo-musulmane, pour parler de tout le pourtour méditerranéen. Ce qui introduit tout de suite la berbérité, qui est fondamentale. Donc, méditerranéen, oui, bien sûr, mais fondamentalement africain, français, espagnol. Je me sens de tous les peuples. Je me sens haïtien, profondément haïtien, parce que je connais Haïti. J'ai aimé Haïti, j'ai aimé les gens d'Haïti. Je suis allé en Ouzbékistan, dans toute l'Asie centrale, j'ai aimé ces peuples extraordinaires, merveilleux, des gens très divers. J'ai aimé leur islam, d'une tolérance incroyable dans l'Asie centrale. C'est pas le même que dans le monde arabe. J'aime le Maroc, j'aime la Tunisie, j'aime tout le monde, j'aime les gens, j'aime les femmes et les hommes que je rencontre. Je suis amoureux tout le temps de toutes ces personnes, de toutes ces femmes, ces hommes qui, chaque fois, m'ont permis de grandir, parce que par leur regard, par leur tendresse, par leurs gestes amicaux, m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ma place qui n'est pas une place, hein, parce que je ne revendique aucune place. Moi, je suis juste Yahya Belaskri, et qui savait que je suis écrivain. Voilà, je suis là comme j'aurais pu être ailleurs. Et ça me suffit, puisque là, je suis en ce moment à la CB, et c'est un bonheur que je savoure. L'autre question, toujours par rapport au titre, parce que nous allons quand même voir que ce qui est le soubassement de tout votre travail, pas seulement de journaliste, mais aussi surtout d'écrivain, c'est bien évidemment cette foi en l'homme, cette foi en l'homme, la femme, enfin en l'humanité. C'est ce cap que vous gardez et que vous donnez au lecteur en direction de l'espoir et de l'espérance. Et pourtant, vous avez décidé d'appeler ce recueil les chroniques amères. Pourquoi amères? Parce qu'il y a, à un moment donné, il y a des moments dans notre cheminement, dans notre vie, où on est un peu découragé devant l'inhumanité du monde qui nous est proposé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on parle très peu du Soudan. Pourtant, il y a un drame absolu. On parle très peu de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, où tous les jours, il y a des femmes et des hommes qui sont humiliés, des femmes violées, des hommes dont on coupe la tête.
des choses abominables qui se passent, et un peu partout dans le monde. Et donc, moi, en humble place, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ces femmes et ces hommes qui me ressemblent. Alors, à ce titre, je voudrais juste citer une anecdote. J'étais au Kirghizistan, et le Kirghizistan, c'est la Suisse, mais pauvre. C'est un pays de montagnes et de lacs magnifique, extraordinaire pays. Il n'y a pas de route, on est perdu dans la montagne, et on s'arrête avec le chauffeur, et de loin, il y a une yourte là, et puis on voit quelqu'un sortir de cette yourte. C'était une femme qui est venue à nous, elle avait du pain et du lait pour nous. Je crois que ça dit quelque chose. Cette femme a compris que nous étions étrangers, et peut-être qu'on avait faim, qu'on avait soif, elle est venue avec du pain et du lait, et pour moi j'ai reconnu ma famille. Cette femme était de ma famille, c'est celle-là ma famille. C'est tous ceux qui sont humbles, qui souffrent, qui ont un combat très dur à mener dans la vie chaque jour, depuis qu'ils se réveillent. Donc, je crois que c'est à cet endroit-là que je dois être quand j'écris. Et je ne cesse d'écrire sur cette condition humaine. De toute façon, c'est le travail des écrivains de manière générale. Mais moi, venant de là où je suis né, de la pauvreté, de la guerre, je n'avais pas d'autre choix. Et c'était le seul choix que j'avais à faire, c'est d'aimer. Résolument, absolument. Alors une question qui, en lisant le livre et en le relisant et en travaillant dessus, je me suis dit, bon, que peuvent vraiment les mots face au Kalachnikov, comme pour reprendre l'expression que vous utilisez? Est-ce qu'il y a, on se dit, quand on est un peu cynique, et je dois dire en lisant ce livre, on se débarrasse de son cynisme, mais on se dit, finalement, il y a un certain nombre de choses que vous avancez. Je vais même citer, vous citez notamment Malek Haddad, c'est quelques vers, et vous les reprenez 2 fois dans le livre. Moi, la haine me choque comme une vulgarité, je suis d'abord un amoureux. Et je me dis, que peuvent ces mots finalement face à cette amertume que donne ce monde et face aux demandes plutôt primaires, binaires souvent, d'un public, de citoyens, etc. On a les élections aujourd'hui aux États-Unis qui viennent de tomber, mais les mots finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent contre tout ça? Malek Haddad est mort il y a très longtemps. Ces mots sont là. Quand on parle de Troie, on pense à l'Iliade d'Homère. Homère et l'Iliade ont survécu à Troie. Eh ben, c'est ça ce qui reste, c'est ça ce qui est fondamental dans les mots, c'est-à-dire cette capacité à dire l'indicible. Or, quand nous le voyons bien aujourd'hui, comment toutes les sciences sociales ont des difficultés à expliquer le monde. Et qui peut approcher cette complexité du monde si ce n'est la littérature? Même si c'est un chemin de crête, très difficile entre le mensonge et la réalité, mais j'aime bien ce qu'il a tenu quand il dit le rôle de l'écrivain, c'est s'emparer du vrai pour faire du reste valable. Donc c'est à ce niveau-là que je me trouve, que j'essaie, bien sûr. Apparemment, Sartre le disait, jamais la poésie ou les mots n'ont arrêté le crime contre un enfant. Bien sûr, mais ça n'empêche. Les mots font, c'est la longue durée. C'est aussi cette possibilité, quand on voit des peuples qui ont été exterminés à un moment donné, et qui arrivent longtemps après à renaître et à travailler, à s'inventer toujours, c'est là que c'est possible. Donc, oui, il y a des malheurs, et des malheurs qui sont nombreux, qui touchent les femmes et les hommes un peu partout dans le monde. Oui, mais il y a cette possibilité qu'avec des mots, on puisse, non pas alléger, mais juste approcher cette idée, cette complexité du monde et cette idée que c'est possible. C'est possible de s'inventer chaque matin. Quand on ouvre les yeux, il y a un miracle qui s'est accompagné. S'il y a un miracle, il est là.
c'est le matin quand on ouvre les yeux. Parce qu'il arrive que certains ou certaines n'ouvrent pas les yeux le matin. Et c'est terminé. Et donc, on ouvre les yeux et le miracle s'est accompli. Donc, moi, quand je me réveille, vous, les autres, et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on se rend compte que nous sommes vivants ce matin-là? On va entreprendre de nous inventer. L'invention, c'est quoi? On croit que l'invention, c'est trouver un moteur ou je ne sais pas quoi. Oui, mais l'invention, c'est aussi l'invention de cette journée, du rapport à l'autre. Parce qu'on va rencontrer des gens bienveillants, plus intéressants. Ils sont. Mais aussi des malveillants. Donc on va s'inventer à chaque moment. Et puis, j'aime bien citer cette phrase que m'a dit mon père, mon vieux père, qui m'a dit que quand j'étais jeune, je n'avais pas compris. Il m'a dit chaque jour est une chanson. Et j'ai appris tous les matins à chanter, même si je ne chante pas. Donc les mots, voilà, c'est l'importance, c'est cette idée d'aller vers l'indicible, vers la souffrance des gens. Sur le sujet, d'ailleurs, vous citez Kafka, pour qui le rôle de l'écrivain ou la fonction de la littérature, c'est faire un bond hors du rang des menteurs et des assassins. Et en parlant de mots, on se rend compte, notamment, pour parler un peu aussi d'actualité, le dernier roman de Kamel Daoud qui vient d'être imprimé, l'importance des mots, l'importance de dire, comme vous venez de le rappeler. Vous êtes aussi, alors, vous n'êtes pas seulement dans l'expression de cet espoir, de cette espérance, de rappeler comme une boussole, et c'est une boussole pour le lecteur aujourd'hui, de ce qui prime et ce qui doit dicter finalement si ce n'est son analyse, ses prises d'opposition. Vous êtes aussi réaliste parce que vous citez dans ce livre, vous dites, il y a quand même dans ce pays ceux qui inventent leur relation à l'autre, ouvrent leurs portes et leurs cœurs. Il y a des millions et des millions, 1,5 million d'associations dans le pays, animées par 13 millions de bénévoles, dont 22% chez les moins de 30 ans. Il y a de quoi espérer. Ça veut dire que l'écrivain n'est pas seul. Ça veut dire qu'effectivement, sociologiquement, il y a un certain nombre de choses qui existent, dont on ne parle peut-être pas assez ou peu, et que ça me fait penser notamment aux dernières phrases, aux dernières pages du dernier livre de Gérard Noiriel, qui vient dans un autre domaine, historien sociologique, qui lui aussi appelle à ce genre de mise en avant. C'est-à-dire, il y a sociologiquement, l'écrivain n'est pas seul. Oui, mais évidemment, bien entendu, nous sommes dans une société diverse, qui est plurielle et tout. Et moi, ça fait 34 ans que je vis en France. Quand je connais un peu la France, et j'ai rencontré des femmes et des hommes merveilleux, exceptionnels. Des gens, quand il y a eu la guerre civile en Syrie, quand le régime a réprimé dans le sang les premières manifestations, et qu'il y a eu après, par la suite, les islamistes sont entrés dans le jeu, puis après, toutes les puissances sont mises à mélanger dans le conflit syrien, et que c'est devenu quelque chose de mortel pour des millions de femmes et d'hommes. 8 millions de Syriens ont quitté leur pays, et des centaines de milliers sont venus en Europe. L'Allemagne a sauvé l'honneur de l'Europe en recevant plus d'1 million de Syriens. Pas tous les pays européens et pas tous les pays, toutes les institutions. Rappelez-vous cette journaliste hongroise qui s'appelle Laszlo, si je me rappelle bien, qui a fait un croche-pied à un homme syrien qui avait son enfant dans les bras, et cet homme a chuté avec son enfant. Avec cette image, c'est une image qui nous glace, qui nous fait mal, qui nous bouleverse. Eh bien, moi, à ce moment-là, j'ai tourné beaucoup en France et j'ai trouvé qu'il y avait des femmes, des couples, des familles qui ont ramené des familles syriennes entières en le faisant passer par le Liban. Ils les ont ramenés en France sans demander la protection, ni un boulot, ni quoi que ce soit aux institutions françaises. Ils les ont logés chez eux. Ils leur ont trouvé tout le travail. Et j'ai vu, comme par la suite, il y avait des migrants, quel mot affreux, des réfugiés qui venaient par les Alpes à pension,
Hein, ils venaient en hiver, dans la neige, et certains mouraient parce qu'ils n'étaient pas habillés conséquemment. Il y avait une association qui s'est constituée qui les attendait dans les montagnes, au milieu de la neige pour les ramener, pour les sauver. Et pourquoi on ne regarde pas cela? Tout ce qui est beau. Parce que c'est René Char qui nous dit que dans les ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Toute la place, oui. Ben oui, quand c'est tellement sombre, ah ben oui, il y a des femmes et des hommes qui vont mettre un peu de lumière et qui sont allés chercher ces femmes, ces enfants, ces hommes et les protéger. Et il y a beaucoup de Syriens que je connais aujourd'hui qui sont en France, que j'ai rencontrés grâce à ces associations, qui sont là, qui vivent correctement, qui ont des amis, qui entreprennent, qui travaillent et qui font leur vie aujourd'hui parce qu'on les a reçus. Moi, je sais, de ma propre expérience, qu'un homme qui chute, une femme qui chute, se rappelle de sa chute. Ça ne le quittera jamais. Dans son corps, c'est inscrit, dans son esprit aussi. Un homme accueilli se rappellera toujours aussi qu'il a été accueilli, il saura donner, il saura rendre. C'est comme ça. Vous me tendez la main, jamais je frapperai cette main. Jamais. C'est pas possible. Je l'embrasserai. Mais vous m'humiliez, je me rappellerai toujours de cette humiliation. Qu'est-ce qui fait qu'un homme de mon âge aujourd'hui se rappelle toujours la chute de son père devant le soldat? Qu'est-ce qu'il fait? Si ce n'est cette humiliation qu'a connue le père qui m'a traversé. Et que même si je ne l'ai pas envoyé, transmise à mes enfants, quelque chose de ce genre-là va passer de toutes les manières. Parce que la transmission, c'était quelque chose de un processus très complexe. C'est pas je te donne et moi je reçois, non. C'est très complexe, ça dépend de beaucoup de choses, et donc ça se transmet. Donc tendre la main aux autres, même quand on n'a pas. Ça fait rien de tendre la main. Et puis moi je suis d'une culture qui a cet avantage de, quand on a ce verre d'eau, on lui dit à l'autre, bois. Et s'il laisse une goutte, on boit. Et si on a un morceau de pain, on le partage. On recevait des invités, on n'en connaissait rien du tout. On partageait avec eux, dans toutes nos familles. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, en France et ailleurs. Vous allez à Haïti, j'étais à Haïti plusieurs fois, et quel pays de partage? Un pays pauvre, un pays comme dit, comme ça, parce qu'il y a les puissances qui font tout en travers. Ne parlons pas de l'histoire d'Haïti, mais vous avez des gens, des personnes, des femmes et des hommes d'une solidarité incroyable. Incroyable. Il faut savoir qu'à Haïti, il n'y a pas de mendiants. C'est assez extraordinaire. Il n'y a pas de mendiants. C'est étonnant. Vous dites, oh, ils sont tous, je sais pas, non, ils sont tous pauvres. Ben, tu mendis pour qui sait? Personne ne va te donner. Mais on partage. Alors celui qui ne mendie pas, qui est très pauvre, il va dans ce qu'on rejette comme ça, puiser des trucs, des boîtes, tout ça, il va les transformer et les vendre au marché. Et si on lui donne, on lui prend un, on l'achète, il va acheter du pain avec. Et il vit. Donc il n'y a pas de mendiant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être riche, on a besoin d'être d'une autre richesse, la richesse du cœur. Et pardonnez-moi de citer Camus, je le citerai encore. Je suis désolé si ça peut embêter, mais en tout cas, je ne pense pas bien. Camus, on l'aime bien. Ne pas guérir de son cœur. Ne pas guérir de son cœur, c'est important. Nous ne pouvons pas guérir de nos cœurs. Et pleurer avec celui qui pleure. Et être du côté des opprimés. Et non pas des dirigeants politiques. Jamais. C'est une autre chose. Alors, ce recueil est organisé en plusieurs chapitres, les soubresauts du monde, l'Afrique, l'Algérie, l'espoir, le racisme. Il y a différents tons, c'est souvent un coup de gueule, parce qu'effectivement, vous en prenez toutes les injustices qui traversent le monde, et notamment de la part de dirigeants et d'autocrates, voire davantage. Et coup de gueule, mais vous utilisez aussi souvent un ton d'humour, de moquerie, de sarcasme. Oui, alors pourquoi? Ouais, parce que c'est drôle. C'est drôle de voir un chef d'État qui a 90 ans, par exemple, donner une conférence à la Sorbonne et dire « Je suis l'avenir de l'Afrique ». Wow, c'était génial, c'était assez extraordinaire, quoi.
Donc l'Afrique, population à 70% de moins de 30 ans, et il dit je suis l'avenir de l'Afrique. Ben, d'accord. Pourquoi pas? Donc, comment faire? Pleurer là? Ben, on a besoin juste de rire, quoi, franchement. Donc c'est à ce propos des choses comme ça qui nous enragent, et bon, il vaut mieux en rire, quoi. Oui, alors par exemple, vous riez, on va prendre 3 exemples, de la frontière algéro-marocaine. Oui, parce que de toute façon, j'ai écrit un texte en disant n'ouvrez pas la frontière. Non, s'il vous plaît, enfermez-nous. Encore plus, mettez autre chose, rajoutez encore. C'est très bien. Parce que de toute façon, nous nous aimons. Vous dites aussi, c'est beau l'indépendance, en parlant des indépendances africaines, et puis vous citez 4-5 auteurs africains un peu contemporains, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils leur prennent à ces écrivains d'être aussi pessimistes, etc. Et vous moquez encore. Mais bien sûr, c'est évident, mais c'est pas moi qui me moque, c'est que moi je suis triste, mais en même temps, c'est eux qui sont risibles. C'est dirigeants africains quand même. Un dirigeant africain qui arrive dans un pays qui leur dit voilà, notre pays va devenir Dubaï. Ah ben oui, d'accord, ok. Le port ne t'appartient pas, il appartient à une entreprise française. Rien ne t'appartient dans ce pays, mais tu vas faire Dubaï, c'est génial. Et que les gens meurent de faim. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu d'humour, de la dérision. Vous dites, à propos de ces écrivains-là, qu'est-ce qu'ils ont, ces écrivains d'Afrique, à être aussi pessimistes, et vous enchaînez, mais faisons la fête tous, les enfants meurent dans le désert ou dans la Méditerranée, les familles vivent dans la misère et l'humiliation, la corruption les appauvrit, les guerres les déciment, leurs dirigeants se cachent dans les ambassades lorsqu'ils sont menacés, mais ils sont indépendants. Vive l'indépendance africaine. Voilà, vive, voilà. Ben oui, parce que franchement, si on fait, il y a très peu de pays africains qui s'en sortent. Dans le Ghana, où il y a eu, par exemple, une alternance paisible, sans guerre, sans guerre civile, il n'y a rien du tout. Il y a des pays comme ça qui fonctionnent, quelques-uns. Mais les autres, c'est affligeant. Vous regardez le Congo-Brazzaville, j'y étais, je connais. C'est terrible, c'est terrible. Alors, vous avez un chef d'État qui est là depuis 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il est parti à un moment donné, il est revenu. Bon, ça va, quoi. Au revoir, merci. L'Algérie a bien eu Bouteflika, quand même. La momie. 20 ans. Oui, mais même momie, c'est pas normal, parce que la momie nous renseigne sur l'histoire de l'humanité. Donc là, c'était fatigant, quoi. Bon, il a fait 100 ans, voilà. Mais quand c'était le plus jeune quand j'ai écrit cette chronique, c'était le plus jeune des présidents en Afrique. Et alors l'Algérie, vous l'appelez l'Absurdistan, et vous vous payez même le culot de citer le neveu de Pablo Escobar pour dire que finalement l'Algérie fait bien pire que les autres. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, oui. C'est une histoire vraie. Hein. C'est un ami algérien qui était en Colombie, qui est étonné, choqué qu'il y ait ce culte de Pablo Escobar. Il est là, avec des habits caramels, et donc quelqu'un de la famille de Pablo Escobar. Et il dit, mais quand même, l'Algérien est offusqué, comme ça. Il dit, mais c'est pas possible, comment? Vous adulez cet homme? Les autres disent, mais vous avez fait pire. Vous avez assassiné votre président en direct à la télévision. Vous dire. Vous êtes. Donc c'est pas moi. C'est la réalité qui est terrible. Moi je suis juste un écrivain qui signe des chroniques dans la presse, comme ça, tranquille, et puis j'ai envie de dire tranquille, non, parce que je suis intranquille, parce que je souffre avec les autres, et qui a envie de parler de tout ça, quoi. Mais c'est la réalité. Sur l'Afrique, vous ne vous contentez pas de dénoncer les indépendances qui ont été détournées, pour reprendre l'image de Memouni. Vous accusez aussi, vous qui êtes un intellectuel, un écrivain installé ici en France, à Paris, toutes les responsabilités européennes, toutes les responsabilités occidentales, historiques, sociologiques, économiques, etc. Notamment, vous citez par exemple, je mets de côté l'historique, la barbarie coloniale et autres, mais aujourd'hui, par exemple, vous pointez du doigt un certain nombre de multinationales et vous dites ce qui se passe, c'est même parfois on apprend des choses sur ce que vous écrivez qui sont désolantes, mais qui contribuent justement à ce phénomène migratoire qui aujourd'hui inquiète tellement les opinions publiques occidentales. Mais bien évidemment, bien sûr qu'il y a une responsabilité
énorme, et ça on le connaît un peu partout, on prend toutes les GAFA, aujourd'hui on parle des GAFA, mais en fait il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent en Afrique et qui exploitent les pays africains, et ils s'en sortent comme ça. Si on fait l'inventaire des ports d'un grand nombre de pays africains, on serait étonné de voir à qui ça appartient. En tout cas pas aux États de ces pays-là. Ils appartiennent à des entreprises qui sont européennes. C'est la réalité, Donc bien sûr, la colonisation, on connaît, c'est pas le problème. Moi, par exemple, sur la question de la colonisation, on pourrait parler du massacre, du génocide des Nama et des Héros en Namibie par les Allemands. C'était le premier génocide du XXe siècle, le génocide contre les Arméniens, c'est en 1915. Et on dit en France, d'ailleurs j'ai écrit une chronique sur ça, sur ce journaliste à la radio qui parle du premier génocide du XXe siècle en parlant des Arméniens, en oubliant les Héros et les Nama. Or, il y a eu un génocide abject, incroyable, où les deux tribus ont été éliminées en 1905 par les Allemands. D'ailleurs, à ce propos, j'avais repris les mots du général allemand qui était là-bas. C'est von Trotha. Nous sommes en 1904 et il envoie il fait cet avertissement au peuple héréo. Moi, général de l'armée allemande, j'envoie ce message. Le peuple héréo doit quitter cette terre. Cette terre, c'est pas l'Allemagne. Hein. Non, c'est la Namibie. À l'intérieur des frontières allemandes, chaque héréo, homme, femme, enfant, avec ou sans armes, avec ou sans troupeau, sera tué à coups de fusil. Et donc, 1905, on extermine les deux tribus. Il a fallu attendre, c'est en 1905, il a fallu attendre 2016 pour que le Parlement allemand reconnaisse ce génocide, un siècle, plus d'un siècle après. Parce qu'il y a eu un des survivants des héros qui a parlé de ce génocide, reconnu par l'Allemagne comme étant le premier génocide commis au XXe siècle, commis par l'armée allemande. Ce qui me fait penser au génocide arménien, et là aussi, je vous parle de ça parce que mon prochain roman, que je viens de terminer, se passe dans un autre endroit du monde au début du XXe siècle. Vous allez comprendre. Donc c'est ce génocide. En 1915, Talat Pacha, l'un des 3 dirigeants de l'Empire ottoman, envoie ces 2 télégrammes. Le premier, je le cite, le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens, résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Deuxième télégramme. Il a été précédemment communiqué que le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens habitant en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Regardez comme 1905, 1915, comment on extermine des populations entières. Ceux qui, aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour exterminer. C'est plus comme ça, on n'envoie pas un télégramme, on fait d'une autre manière. Mais ça continue. Une question sur votre position, parce que vous écrivez ça de France, en étant en France, et comment un intellectuel critique comme vous l'êtes, exigeant sur le principe du respect des droits fondamentaux et de l'intégrité des personnes, comment est-il accueilli, comment il peut éviter
éviter de céder à une certaine surenchère, voire se compromettre parce qu'on est, comme dirait Kateb Yassine, dans la gueule du loup? Moi, je ne suis pas dans la gueule du loup. Je ne suis pas dans la gueule du loup parce que le loup, il est partout. Donc, de toute façon, il est partout. Non, moi, je suis. De toute façon, je suis Yahya. Ouharani, Orani, berbère, bien sûr. J'ai écrit un texte qui s'appelle Je suis berbère, qui a été publié en Algérie dans l'ouvrage collectif qui s'appelle L'Algérie arabe, une imposture. Bien sûr. Une imposture. Ouais. Voilà. Donc, fondamentalement, et je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je n'ai rien, je suis pauvre. Je n'ai rien à attendre. Personne ne me paye. Quand je fais une rencontre, on me paye. Quand je sors un livre, on me paye, c'est tout. Ça s'arrête là. Mandiwell, rien du tout. Je n'ai pas d'appartement à Alger, je n'ai pas de terre, j'ai rien. J'ai pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de soeur, rien, ils sont morts. Rien. Je suis avec mes enfants à Paris, dans une ville que j'adore, que j'aime, je suis bien, je travaille. Quand il y a un de mes livres qui se vend, je suis heureux. Parce que j'imagine qu'une femme, un homme entre dans une librairie et va acheter mon livre, c'est un miracle et je suis content, je suis heureux. S'il y a 100 qui se vendent, je suis heureux. S'il y a 1000, je suis heureux. Ça va. Quand Samia m'a remis un prix littéraire, le prix littéraire Berafem, j'étais heureux, j'étais content. Voilà, c'était une joie formidable, c'est merveilleux. Donc, je me sens libre de parler de tous ceux, toutes celles qui sont de ma famille. Cette famille humaine qui est en souffrance, qui n'a rien, qui a envie de vivre, et puis de se créer, de s'inventer, de rêver, et qu'on empêche d'aller de l'avant. C'est tout. Voilà, c'est ça mon travail maintenant. Le reste, les honneurs et tout, raté. Je suis à la maison. Quand mes amis m'invitent, j'y vais, ça va bien. Mais je suis bien, le festival qui parlait du étonnant voyageur à Saint-Malo, c'était comme une nouvelle naissance pour moi quand j'ai eu le prix de West France étonnant voyageur. Et c'est magnifique, c'est tout, c'est ma maison. Je suis heureux, je rencontre des écrivains du monde entier, nous sommes en train de discuter. Nous avons commencé cette aventure exceptionnelle avec Hubert Haddad et Jean-Marie Robles, Catherine Poirimbert et d'autres écrivains en créant cette revue appelée, qui fait 400 pages, comme personne n'est payé. C'est totalement bénévole. Mais nous sommes heureux de faire cette revue parce qu'on fait appel à tous les imaginaires du monde entier. Et chaque année, nous publions 90 à 100 contributions venant du monde entier, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et ça c'est un lieu de résistance. Ça, c'est fondamental. Cette revue-là, ça suffit. Ça suffit, c'est mon travail, c'est là. Je travaille, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un comme Hubert Haddad, qui est non seulement un immense écrivain, mais un intellectuel brillant, exceptionnel. Et avec d'autres, Jean-Marie Robles, j'ai cité, et les autres, tout le monde. C'est fantastique. C'est fantastique, parce que on grandit au contact de ces femmes et ces hommes qui sont autour de nous. Et c'est là mon aspiration, mon rêve. C'est que cette revue existe, que quand je fais un roman et qu'il sort et que je sais qu'il est acheté, c'est fantastique. Mais je n'ai rien demandé. Pour revenir à l'Afrique, vous posez une question. Est-ce que c'est une fatalité pour les Africains de vivre au sein d'États défaillants et vous avez un certain nombre de réponses qui donnent une direction vers l'espérance. Notamment, vous parlez de la jeunesse africaine. Vous parlez aussi d'un renouveau culturel, artistique, et je pense même d'un renouveau de la pensée africaine. Et c'est ce vers quoi vous tournez pour donner des perspectives d'espérance. Regardez à Dakar, il y a les ateliers de la pensée avec Fabien Sarr, d'autres philosophes sénégalais qui font des choses, qui produisent la pensée, qui sont en train de faire des choses formidables, importantes.
Et un peu partout quand vous allez au Mali. Le Mali est en prise avec les islamistes et tout ça, et avec ce pouvoir militaire. Mais tous les jours, il y a des choses qui se passent à Bamako et ailleurs. Tous les jours. Tous les jours, c'est assez extraordinaire. Et quand on est ici, on a une vision très édulcorée, très fausse de ce qui se passe. Parce qu'il y a une vraie résistance, il y a des femmes et des hommes qui se battent, qui font tous les jours des choses, qui entreprennent, qui écrivent. Et vous allez, je ne sais pas, au Congo aussi, en Égypte, en Tunisie, qui est très proche de ce qui se passe avec ce régime actuellement très autoritaire. Mais il y a une vraie résistance, et un peu partout. Donc c'est réjouissant. C'est réjouissant et c'est... Moi, je ne parle pas d'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est la résignation. Moi, je parle de l'espérance. Cette espérance qui vient du judaïsme, qui a traversé toutes les religions, le christianisme jusqu'à l'islam, pour arriver le raja en islam, mais qui a été théorisé par la suite par Bloch d'un point de vue marxiste. C'est-à-dire ce n'est plus ce socle, cette encre de la foi, mais c'est beaucoup plus le combat, la résistance. C'est-à-dire croire que c'est possible de changer son destin en résistant. C'est ça l'espérance. Mais l'espoir, c'est quoi? J'espère que que je vais avoir 10 000 euros. Non, enfin 10 000 euros c'est beaucoup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, mais de 500 euros, ça va. Non, l'espoir, non. L'espérance, c'est-à-dire que je peux, moi, changer un certain nombre de choses pour faire en sorte que je puisse encore rêver. Rêver. Vous parlez de résistance et vous dites aussi à propos par exemple du terrorisme qui s'abat en Europe, mais où il y a aussi un terrorisme islamiste qui s'abat en Afrique, pour lequel finalement il y aurait une compassion à géométrie variable. Vous dénoncez d'une part cela, c'est-à-dire cette compassion à géométrie variable, ce centre d'intérêt qui fluctue en fonction de la couleur de peau. Et quand vous parlez de résistance, vous dites que finalement les capacités de résistance, y compris des victimes, sont beaucoup plus fortes en Afrique qu'elles sont en Europe. C'est-à-dire que, oui, parce que depuis quelque temps, il y a ce concept de résilience qui a été forgé par Boris Cyrulnik, qui voulait dire peut-être quelque chose et tout ça. Et puis on voit bien comment on utilise ce concept de résilience. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est une formule chimique de l'acier qui se tord mais ne rompt pas. C'est pour mieux occulter cette question de la résistance, de s'opposer, de dire non. C'est pas possible de toucher à l'intégrité d'une femme ou d'un homme, et de sa dignité, donc c'est pas possible. Donc c'est ça la question. Alors, sur cette question, de géométrie variable, sur la manière dont on conçoit les choses, c'est un exemple bien précis. Il y a eu tout le monde se rappelle cet avion piloté par je crois que c'est un pilote autrichien qui faisait Barcelone-Vienne, et qui s'est écrasé, la Germanwings, qui s'est écrasé contre une montagne suisse, et donc il a emporté tout le monde. Il voulait se suicider, et il a tué tout le monde dans l'avion. C'est un avion civil, hein, la Germanwings. Bien. Et le lendemain, la presse, ici à Paris, parle de la Germanwings, de cet avion qui s'écrase. C'est épouvantable. C'est comment dire, on en souffre. Sauf qu'à ce moment-là, au même moment où il y a eu l'événement de la Germanwings, il se passe qu'au Kenya, il y a des islamistes qui attaquent une école et qui tuent 140 enfants. 140 enfants. Par exemple, dans la presse. Ça veut dire quoi? Que les victimes noires ne sont pas victimes parce que c'est noir ou quoi? Je pose la question. Au même moment, 140 enfants tués dans une école. C'est la Galiza. Mais comment ne pas en parler?
C'est ça qui est insupportable. C'est complètement inacceptable. On s'émeut, une femme, un homme qui chute, c'est nous qui chutons. Et donc, ils ont tous et toutes notre estime, notre compassion, notre douleur, tous et toutes. Ce sont les mêmes. Et ça, je trouvais que c'est choquant, c'est pour ça que j'écris ce genre de chronique. Pour revenir à la jeunesse africaine et algérienne en particulier, vous poussez un grand coup de gueule, là, pour le coup, notamment sur les chroniques algériennes, sur l'Algérie. Vous disiez, vous l'avez intitulé, je crois, la chronique Taisez-vous, et vous demandez aux gens de votre génération de se taire, y compris aux On m'a insulté, on m'a répondu, on m'a insulté. On vous a insulté. Alors je vais juste lire un passage et vous réagirez. En Algérie, est-ce que ce qui est écrit là pour l'Algérie vaut pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine, qui est pour vous le ferment d'un autre avenir possible, d'une résurrection pour le continent. En Algérie, ceux de ma génération pérorent, bien heureux de l'opportunité de trouver, à défaut d'une nouvelle virginité, une place dans un éventuel espace qui se libère. Pourtant, cette génération dont je fais partie a échoué. Hormis les années 1970, où régnait un semblant de vie politique, malgré la dictature de l'époque, qu'avons-nous fait? Nous avons courbé les chines et certains n'ont pas hésité à se soumettre en échange de privilèges. Qu'avons-nous transmis, hormis le goût du compromis, quand ce n'était pas celui de la compromission et l'amertume de la défaite? Et vous continuez, ne vous accaparez pas le combat de la jeunesse algérienne, elle vaut mieux que cela, et vous en prenez donc certains qui veulent s'approprier, dites-vous, dans votre génération, c'est le combat de la jeunesse algérienne ou africaine, mais vous en prenez aussi aux experts autoproclamés et autres intellectuels médiatiques en France. On les a vus. On les a vus dès qu'il y a eu le premier mouvement du Hirak, ça se précipitait sur tous les plateaux, on va dire chacun son analyse et tout ça, même s'ils se trompaient. On voit bien que ces experts, certains, pas tous, se trompent surtout. Je me rappelle quand il y a eu les manifestations à Tunisie autour de Ben Ali, il y avait un expert, qui n'est plus là maintenant, qui a dit, vous inquiétez pas, Ben Ali maîtrise tout. Ben Ali a été balayé. Bon, après, il revient, il dit autre chose, voilà. Mais ils veulent nous expliquer ce que les jeunes africains dans leur pays font. Mais on n'a pas besoin de leur explication, parce qu'elles sont de façon fausse, parce que le prisme est faux. C'est ça la question. C'est-à-dire que si vous voulez parler de quelque chose qui se passe dans tel ou tel pays africain ou autre, appelez ces enfants. Demandez-leur leur avis. Mais pourquoi vous me demandez à moi? Pourquoi moi? Je ne suis pas expert. Non. Appelez un Algérien, une Algérienne pour parler. Ne pas appeler quelqu'un comme moi qui vit à Paris. Appelez un Congolais, appelez un Togolais. C'est ça ce qu'il faut. Et là, ça, c'est pour les experts. Tandis que cette chronique, je l'ai faite parce que j'avais remarqué qu'un certain nombre de personnes de ma génération, pas tous, mais quelques-uns, se sont pris d'enthousiasme, et c'est bien l'enthousiasme. Sauf qu'il me semblait, à ce moment-là, de mon point de vue, que c'était peut-être une tentative d'exproprier la jeunesse algérienne de son combat. Et j'avais peur de ça, c'est pour ça que j'ai dit taisons-nous. Moi le premier, laissez cette jeunesse algérienne s'exprimer, travailler et se battre. Si les Algériens demandaient à tel ou tel d'entre nous, de ma génération, je parle, parce qu'on nous reconnaît telle ou telle expertise, et qu'ils me demandent un avis, me consultent, oui. S'ils ne me demandent rien, c'est à eux de faire. Parce que ma génération a échoué. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Quand il y a eu les émeutes d'octobre 88, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était dans la rue? Qui était dans la rue? Maintenant, il faut qu'on parle vrai, quoi. Ils avaient 15-20 ans, ceux qui étaient dans la rue.
c'est pas ma génération. On était à réfléchir dans les salons, chez nous, à réfléchir, à faire des plans, tout ça. Et qui sont c'est déjà. Donc moi je disais humblement, il faut se taire et laisser ce combat à ceux qui l'ont entrepris. Et on a eu beaucoup de choses qui sont mélangées, alors que ça avait commencé à Khanchila bien avant. Oui, donc c'était un mouvement qui est parti du cœur même de la société. Et après, on va faire des analyses, essayer de... Si on peut aider, oui, mais non pas parler à la place de ceux qui sont concernés, c'est ça. Et vous dites que vous avez été critiqué, mais qu'est-ce qu'on vous a reproché sur cette chronique, taisez-vous? Alors on m'a dit, bon, en d'autres termes, vous vous trompez, c'était des personnes de ma génération qui s'estimaient légitimes à parler à la place des jeunes algériens. Donc je dis, ok, très bien. Ils feront ce qu'ils pourront, ils s'inventeront, ce sera difficile, mais ça appartient aux Algériens. Alors, il y a le chapitre sur le racisme, bien entendu le racisme dans le contexte migratoire que l'on connaît en Europe. Il y a aussi le racisme anti-noir en Afrique du Nord, particulièrement en Algérie. Il y a au moins 2 chroniques, et d'ailleurs ces 2 chroniques sont peut-être celles qui ont donné le titre à ce recueil, puisqu'il y a Chronique amère 1 et Chronique amère 2. C'est vrai. Voilà. Et pour le coup, c'est sur la question de la situation des réfugiés ou des migrants, même si le terme est impropre ou est insatisfaisant, notamment en Algérie. Y compris même, d'ailleurs, vous avez aussi une chronique sur la Miss Algérie 2019, je crois. Oui, mais ça, c'était rigolo, quoi. C'était rigolo, mais c'est toujours aussi sur la question du racisme anti-noir. Absolument. Eh bien, c'est comme si nous sommes des blonds. Regarde-moi, je suis noir quand même, franchement. On ne veut pas dire que je suis blanc. Moi, je suis chaud. Voilà, on ne peut pas changer les choses. Bien. Ça, c'est la chose la mieux partagée un peu partout, de toute manière. La couleur de peau est un problème. Mais même si Frantz Fanon avait dit à son époque, il n'y a pas d'homme noir, il n'y a pas d'homme blanc, il y a de part et d'autre du monde des hommes qui se cherchent. Merci. Fondamental, mais ça ne sert pas de leçon aujourd'hui quand même. Et donc, oui, le racisme, c'est la chose la mieux partagée partout. Pourquoi pas en Algérie, effectivement, il y a eu beaucoup de choses à un moment donné. Jusqu'à récemment, il y a eu un renvoi de plusieurs, ce qu'on appelle les migrants, quel mot? C'est devenu un nom. On les désigne, les migrants. C'est une faute. Alors que la migration, c'est un processus. C'est pas un processus, c'est pas un état. On émigre pour immigrer, mais quand on arrive, on est arrivé, on n'est plus migrant. On n'est plus dans le processus. On est là. Donc on est réfugié, on peut dire, ou citoyen. Et donc, ces femmes et ces hommes qui échouent en Afrique du Nord, au Maghreb, de manière générale, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et aussi en Libye. Et on sait très bien en Libye ce qui se passe, mais on le savait avant qu'il y ait la médiatisation ici. On le savait déjà. Et on en avait parlé, beaucoup de gens en avaient parlé, des journalistes et des écrivains. Mais personne n'écoutait à ce moment-là. Personne. Bien, quand je parle d'Algérie, c'est parce que je connais un certain nombre de faits à Oran, ma ville natale. Des femmes camerounaises, comment elles ont été traitées. De manière inacceptable, révoltante. Et elles vivaient dans la rue. Et elles avaient peur d'être agressées, violées. Elles se sont mises devant un commissariat. Et ça, je n'invente rien. C'est la réalité, ça a été repris. Devant un commissariat. Vous croyez qu'elles ont été protégées? Comment moi je peux me taire? J'ai fait une chronique. Ce que je sais faire, c'est écrire. Malheureusement, je ne sais pas faire autre chose. Je n'ai pas les moyens de leur donner un appartement, j'en ai pas. Donc, voilà ce que j'ai écrit sur ça. Et puis ça, c'est partout. Mais en plus, vous dites que, notamment en Algérie, mais c'est vrai aussi en Tunisie par exemple, ou ailleurs, c'est que ce racisme, il est aussi sécrété par les élites mêmes. À un moment donné, nous avons entendu un Premier ministre qui n'est plus Premier ministre, qui a dit que
ces migrants, ces gens-là, nous ramènent le sida. C'est épouvantable. Un Premier ministre en poste qui dit cela. Ces personnes, non, c'est même pas ces personnes, je crois que le décès noir nous ramène le sida. Mais c'est pas possible d'entendre ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Et il y a eu des expressions, mais abjectes, mais totalement abjectes. Mais comment on peut se taire? On ne peut pas se taire. On ne peut pas, c'est pas possible. Comment? Mais il t'enrichit par sa présence. Il nous enrichit par sa présence. Il nous apporte. Comment que c'est pas possible? Et les hommes noirs d'Algérie. Moi, j'ai grandi à Oran. Il y avait plein de gens noirs comme moi. Moi, je suis un petit peu, peut-être, on me dit, mais non, je suis noir. Et du Corée, peut-être. J'aurais voulu être noir, mais je suis noir. Mais enfin, quelle différence entre... Alors, il y a eu même, à un moment donné, des erreurs qui ont été commises parce qu'on a pris quelqu'un qui est oranais, algérien, nationalité algérienne, né depuis plusieurs générations. Ça arrive, ça peut arriver aussi. Mais bon, on dit que c'est un accident. C'est comme... Il y a des histoires comme ça, assez rigolotes, mais qui font pleurer. Jaune, comme vous dites. Ouais. Juste deux questions avant d'échanger avec la salle. Vous comparez souvent, enfin, c'est même pas que vous comparez, mais vous, à lire vos chroniques, on voit bien qu'il y a une mise en miroir des souffrances, des injustices. Ce qui me semble être votre marque de fabrique, c'est que vous ne les opposez pas. Vous ne jouez pas la guerre des souffrances ou des victimisations. Pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même une façon d'apprendre, de mettre en perspective ces souffrances pour que les uns et les autres apprennent des uns et des autres. Pour vous ne brisez pas finalement le socle commun qui fait l'humanité commune. Oui, parce qu'il n'y a pas de gradation dans la souffrance ou dans la douleur, c'est pas vrai. On peut être piqué par juste mettre le pied sur une planche, il y a un clou qui passe, et puis on a mal et on souffre. Et on peut aussi perdre un être cher dans une guerre où on peut arrêter, emprisonner, tout ça. Donc c'est une douleur. Il n'y a pas de gradation. Il y a cette douleur, cette souffrance à respecter, à prendre en tant que telle. Je n'ai pas plus souffert que toi. Quand on regarde l'essor de notre humanité, et je ne suis pas... Moi je lis beaucoup de travaux de gens, d'historiens, de chercheurs et tout ça, et je vois que, mais de tout temps on a assassiné, de tout temps on a exploité des gens, de tout temps on a écrasé des gens faibles, mais tout le temps. Mais c'est quelque chose toujours on trouve le bouc émissaire, l'autre, le différent, la couleur, la religion, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable tout le temps. C'est une longue histoire de notre humanité. Donc, pourquoi cet état de fait, pourquoi cette situation? Je crois que c'est aussi cette humanité déshumanisée, j'oserais dire ça, ou alors une humanité qui est elle-même, comme le scorpion qui se retourne contre lui-même. À un moment donné, il pique, mais après, il se pique lui-même. C'est notre état, quoi, l'état de notre humanité. Juste une citation, et puis on échange avec la salle. Vous dites que le danger est devant nous. Le danger, il est pour tout le monde. Et vous résumez la chose par ce... Ça m'a fait penser aussi à Albert Cossery qui dit on n'arrête pas de vous dire que les choses sont compliquées, mais en fait les choses sont très simples. Et la simplicité qui est aussi signe de profondeur, vous dites si choc il y a, en faisant référence au choc de civilisation, il est entre ceux qui chérissent la vie et ceux qui la détruisent. Je crois, parce que on nous a parlé de ce choc de civilisation. J'ai écrit un texte qui a été publié dans une maison d'édition, l'édition de Réal Gare, qui s'appelle « Lettre ouverte à ceux qui veulent tout détruire et ceux qui se croient envahis ». Ah oui. Et je rappelle cette histoire longue depuis plusieurs siècles entre l'Europe et le Maghreb.
et comment la transmission s'est faite et comment nous devons les uns aux autres. Et donc, pardon, je suis sorti, c'était quoi? C'était La citation? Oui. La citation, c'était si choc il y a, il est entre ceux qui chérissent la vie et ceux qui la détruisent. Absolument. Donc, en faisant ce travail-là, ben, c'était évident pour moi que cette question de choc de civilisation est une lubie qu'on a créée, quelque chose qu'on a créé, parce qu'en fin de compte, le choc, il est à un autre niveau. C'est mon ami Jean Rouault, récemment, m'a dit, tu crois, tu sais, il n'y a rien. Je suis arrivé à un moment où je crois qu'il y a d'un côté les bienveillants et de l'autre côté les malveillants. C'est pas si binaire que ça. C'est pas si binaire que ça. C'est qu'il y a d'un côté ceux qui ne guérissent pas de leur cœur, comme disait Camus, ceux qui chérissent la vie, et ceux qui n'ont, qui chérissent plutôt eux-mêmes leur appétit de pouvoir, leur appétit d'écraser les autres et tout ça. Je crois que c'est là qu'il y a un choc, parce que, en fin de compte, quelles que soient les personnes qu'on rencontre partout dans le monde, il y a des gens merveilleux, des gens d'exception. Et ce sont de petites gens, hein. C'est pas parce qu'il est ministre ou qu'il est ambassadeur, non. Ceci dit, il y a des ministres et des ambassadeurs qui sont des gens, j'ai eu l'occasion moi d'en croiser quelques-uns dans ma vie qui sont remarquables. Mais de manière générale, on trouve des gens exceptionnels qui sont de simples personnes, des femmes, des hommes, et qui donnent. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir son carnet de chèques, non, du tout. Qui donne un sourire, qui donne une accolade, qui donne, je sais pas, une tasse de thé. Et tout de suite, les choses s'illuminent. Ben, c'est à ce niveau-là que ça se passe, le choc. Bien sûr, quand l'Algérie a connu cette décennie noire, qui était terrifiante, terrible, l'Algérie a perdu je ne sais pas combien, on dit 150 000, 200 000. C'est pas là la question. La question, c'est que c'est pas les statistiques, c'est que toutes ces femmes et ces hommes portaient des rêves, des aspirations et ne sont plus là. Et puis ceux qui sont restés sont affligés pour longtemps, pour toujours peut-être, de la mort de tous ces êtres en Algérie du fait de l'islamisme. Ben, quand on est touché de cette manière-là, comment guérir, comment soigner? Ben, je crois qu'il y a cette idée de l'amour. Et cette idée fondamentale de l'amour, c'est-à-dire cette idée que de dire qu'en fin de compte, celui-là ou celle-ci, en fait, ce sont comme moi. En fait, c'est des êtres humains comme moi. Il a telle religion ou telle croyance ou pas de religion, ou il est de telle couleur ou telle autre. Mais en fait, lui aussi, il a envie de vivre. Mais lui aussi, il a envie de chanter. Et lui aussi, il a envie d'avoir une jolie chaussure. Il doit avoir un beau vêtement. Dans mon roman, Le silence des dieux, l'un des personnages, Batra, la femme d'Abdelkrim, elle rêve juste d'acheter une robe. Parce que c'est la même robe qu'elle porte depuis tout le temps. Juste une robe. Et puis c'est un rêve extraordinaire. Avoir une robe. Juste une robe neuve, comme ça, la mettre. À son niveau, c'est extraordinaire. Si elle pouvait avoir une robe, c'est merveilleux. Ah ben, c'est légitime. Mais moi, si je pouvais avoir beaucoup de livres et beaucoup de gens à aimer, c'est merveilleux. Donc on aura compris pourquoi ce livre est aussi un livre qui fait du bien, malgré toutes les horreurs qu'il traverse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, réagir? C'est pas terrible. Je peux ouvrir le bal. Le poète. Bon, merci beaucoup pour ce moment de richesse, en tout. Quand tu as raconté l'histoire là, tu as été, et puis il y a une famille qui est sortie Au Kyrgyzstan.
Oui. Moi, j'ai vécu la même chose en Algérie. J'étais avec des amis coopérants français. On est parti d'Alger dans la région de Djelfa. Donc on a été autour du lac de Sel, qui se trouve là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'arbre. Il y a un seul arbre qui pousse là-bas. C'est le top. Bon. Et il n'y avait rien à côté, mais on était autour du lac de Sel. Et c'était vers midi. Et il y avait une tente au loin. À un moment, il y a une femme qui est sortie de la tente en portant un plat de couscous, comme ça. Et puis, nous s'y y allait avec l'autre main. Alors, les copains qui étaient là me disent, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là? Pourquoi elle sort avec son couscous? J'ai dit, elle nous invite à manger parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'hôtel ici, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Donc, il se peut qu'on ait faim, c'est l'heure de manger. Alors, j'étais étonné, mais c'est pas possible, c'est incroyable, mais elle ne nous connaît pas. Mais c'est ce qu'il disait. Bon, ceci pour dire quand même que les petites gens, comme on les appelle, le petit peuple, sont pareils partout. Partout. Ceux qui sèment la haine, ce sont les politiciens et les religieux. Et toutes les religions. Et ça m'a étonné quand tu as dit que j'aime les religions. Parce que c'est elles qui sont la source du mal. Quand tu vois que la première religion monothéiste, hein, je ne parle pas des autres, qui naît, ils te disent que nous sommes un peuple élu. Dieu nous a proclamé peuple élu. Donc ce Dieu-là, il est raciste. Pourquoi il crée des tas de peuples et il choisit un élu? Au nom de quoi et pourquoi? Il y a une deuxième religion qui arrive, et ils te disent, notre prophète c'est le fils de Dieu, direct. Alors qu'il ne s'est jamais marié. La troisième religion arrive, c'est Mohammed qui te dit, je suis le dernier prophète et je porte le dernier message. Donc il ferme sa gueule à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, on dit qu'il est immortel. Donc un être immortel a donné son pouvoir à un être mortel. Donc voilà, le mal commence là. La haine commence là. Donc je ne peux pas aimer les religions. Voilà. Donc, moi, j'ai parlé de l'Asie centrale. La différence entre ce que je connais du monde arabe et l'Asie centrale, je disais que c'était très beau. C'était très beau cette ouverture, cette vie ensemble. Ce que j'ai vu à Samarcande, c'est renversant. C'est renversant, ce que je n'ai pas vu ailleurs. C'est ça ce que je voulais dire. C'était quelque chose d'assez beau, profond à voir, et même quand on n'y croit pas, mais ça fait rien. On voit que les choses se passent différemment, se passent différemment de ce que je connais. C'est dans ce sens. Merci. Bonsoir. Merci infiniment, parce que j'avais l'impression d'assister à... Enfin, pas d'assister, mais de voir l'équivalent de Pierre Appris, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous me faites penser à lui, à la société heureuse, parce que vous semblez heureux d'à partir d'un rien. Moi, j'ai une remarque par rapport à ce que vous disiez des gens de votre génération, parce qu'on a tous des générations qui sont plus jeunes que nous. Je sais, ça m'interpelle en fait quand vous dites taisez-vous. Et vous prenez pour exemple
peut citer comme ça plein de drames, ne serait-ce que par rapport à l'Algérie. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincue que la génération d'avant doit se taire quand il se passe quelque chose. Il y a peut-être une différence entre les donneurs de leçons. En effet, quand on est dans les salons feutrés à Paris ou ailleurs et qu'on donne des leçons à ceux qui sont sur place, mais je pense que les générations, les unes ont besoin des autres. J'ai été jeune à une époque et j'aurais aimé, enfin d'ailleurs je les ai eus, des gens plus âgés que moi, une génération au-dessus. Dans les événements en 2001, j'étais contente d'avoir des gens de 80 par exemple. Ils ont une expérience dont on ne peut pas se passer. Et une génération toute seule ne peut pas refaire le monde. Donc je me pose la question moi, de la pertinence de ce taisez-vous. C'était en 100 ans, hein, donc on n'en perd plus. Mais en tout cas, je suis dans les années 70, bien entendu, j'appartenais, comme d'autres, appartenaient à des groupes et tout en Algérie. Et c'était une vision du monde, de la manière de faire et tout, ce qui s'est structuré en Algérie, d'Orange jusqu'à Annaba, en passant par la Kabylie et tout. Donc nous avons des rapports. Je ne vais pas en parler ici parce que, bon, c'est pas le moment, c'est trop long. Donc il y avait une vraie réflexion, un vrai travail d'opposition qui existait dans ce pays, qui a été laminé au fur et à mesure du temps. Et Dieu sait que tous les dieux savent. Tous les dieux savent que le combat a été dur, notamment pour la culture berbère, pour la langue berbère, la majorité, quand même. Un long combat, les gens sont allés en prison, d'autres sont morts, quand même, pour arriver à aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc, c'était cette génération aussi qui a participé. Je dis, ce taisez-vous-là, c'était des paroles dites à ce moment-là, quand il y a eu le Hirak, qui venaient de personnes de ma génération et qui ont été des faits comme moi. Nous avons été des faits, de toute manière, parce que sinon l'Algérie ne serait pas là. C'est tout. C'est ça. Il faut faire un inventaire un jour et d'avoir l'honnêteté de dire chacun sa responsabilité, même quand nous n'avons tué personne. Mais nous avons failli dans notre combat. Et je parle pour certains, donc, comme moi, pas pour tout le monde. Quelque part, nous avons failli, puisque ce qui s'est passé par la suite entre la mort de Boumedienne et après la succession, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Nous sommes nombreuses et nombreux à avoir espéré autre chose. C'est dans ce sens que j'ai parlé, et dans des situations bien précises. Et donc, quand arrive 2019 et que je voyais des gens qui signaient des trucs qui parlaient, je trouvais que c'était un appel pour leur dire, et la décence, de les écouter avant tout. Et c'est à eux de décider. C'est ça. Je peux poser peut-être des questions? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bonsoir, monsieur. Je sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui. Donc j'ai juste une petite question, je pense, simple. En fait, vous faites un constat amer de votre génération. J'aimerais juste savoir pourquoi amer. Et si c'est possible, juste une autre, vous parlez de Hirak. Et vous parlez de Hirak comme une révolution et vous faites référence à des gens qui, soi-disant, des donneurs de leçons. Ça, moi, je fais partie de Hirak. J'étais même militant actif au sein d'un collectif qui s'appelle Double Rupture, la République. Donc, nous, on a appelé, soi-disant, pendant le mouvement, à ne pas justement se placer comme étant des donneurs de leçons pour les gens qui luttaient en Algérie. Moi, je suis né en 86, donc ma question vient après. J'ai fait des études de sociologie en Algérie. Et c'était pas facile pour nous, pendant les 20 ans de bouteflikeisme, d'avoir même la parole, de construire même peut-être une phrase, voilà, j'ai du mal même à parler.
Parce que c'était tellement, genre, le bouteflикisme et la clochardisme dans la société algérienne. Et la clochardisme de l'université algérienne. Donc, on est arrivé, nous, on rêvait sur les années 70. Nous, on est arrivé, c'était la guerre civile. Moi, j'avais 8 ans pendant les années 90, c'était la guerre civile. Donc, on a perdu le langage à un moment donné. Donc, pendant le Hirak, donc, il y avait quand même des gens qui parlaient comme quoi cette génération-là, elle est incapable de produire quelque chose. Et Dieu sait combien c'est difficile, justement, de maintenir un mouvement pacifique dans des conditions un peu, disons, voilà. C'est pas facile à ce moment-là sur le plan géostratégique. Donc, pour nous, l'objectif, c'est de maintenir ce mouvement dans une démarche pacifique, mais pas que. Parce qu'il y avait aussi des questions qu'on posait à ce moment-là, c'est des questions qui concernent soi-disant les femmes en Algérie, les minorités en Algérie, et où on a été stigmatisés. On a été mis à l'écart parce que ils nous disaient comme quoi c'est pas le moment de poser ces questions-là. Donc, je ne sais pas, nous qui regardons par exemple les années 70 comme étant on fantasmait sur les images des années 70 en Algérie. Nous, des enfants de 90, c'était la guerre civile. Après, il y avait 2000 chinois en Kabylie. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de se libérer justement des sentiers battus pour arriver au moins à s'approprier justement cet espace pour parler vrai et ne pas faire des détours? Merci. Donc, oui. Non. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, c'est fort, parce que vous êtes cette génération du Hirak, et moi, je ne suis pas de cette génération. Donc, tout mes propos, c'est ça. C'est de dire qu'il faut écouter ceux qui sont concernés, ceux qui ont fait le Hirak. Donc, moi, j'approuve, hein, je suis... Mais cette idéalisation des années 70, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai que c'était un combat pour de nombreuses Algériennes et Algériens, et de nombreux Algériens. C'était un combat parce qu'il y avait cette envie de faire une Algérie. Et rappelons-nous d'où nous venons. Hein. Nous venons d'Abdel Ramdan. C'est cela. C'était une Algérie ouverte avec tous ses enfants, tout ça, tolérante. Et nous venons de là. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait, que les choses rétrécissaient. Et c'était un combat qui a été mené. Il y avait beaucoup de partis politiques en Algérie, d'opposition, plusieurs étaient dans la clandestinité. Vous savez tout ça, vous connaissez tout ça. Donc, on ne va pas en faire l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'entends bien ce que vous dites, et moi, ce que vous me dites me touche, me traverse, me concerne et tout, mais en même temps, mais je ne suis pas amer sur ma génération, non. Amer, c'est autre chose. Il y a deux, comment dire, il y a une chronique qui s'appelle Taisez-vous dont on parlait. Mais les chroniques amères de la Méditerranée, c'est le titre de ce recueil. Et j'expliquais au départ pourquoi il y a cette amertume. Mais en même temps, il y a cette idée de la résistance, de manière générale, parce que je ne parle pas que de l'Algérie ici. Hein. C'est l'Afrique, l'Algérie, c'est quelques chapitres, un chapitre, le soubresaut du monde, l'Afrique, le racisme et tout. Donc c'est tout ça. Mais je ne suis pas amer vis-à-vis de ma génération. Je crois que les années 70 ont été quelque chose pour moi. Et pour quelques-uns qui sont mes amis, quelques-unes qui sont mes amis très proches, nous avons vécu des choses assez extraordinaires, effectivement. Quand nous les vivions. Et nous le vivions avec... Mais nous n'avions pas compris tous les enjeux qui nous dépassaient, politiques et tout, et religieux, tout ça qui nous dépassait. Nous n'avons pas compris. Qui finalement sont toujours les mêmes. Hein? Qui finalement sont toujours les mêmes. Mais je crois que nous n'avons pas tout compris. Peut-être qu'au niveau de certains responsables des partis politiques, ils savaient, mais pas nous. Pas notre jeunesse, pas nous. Nous avions 20 ans, 18, 20 ans, 25 ans. C'était ça, je parlais de ça, moi. Donc, mais bien sûr qu'il faut un jour écrire les choses, faire l'inventaire des choses et avancer, bien entendu. Et moi, je suis prêt pour ma petite expérience à mon échelle en tant qu'individu et humblement à écouter
et à transmettre ce que je sais, ce que je peux. Et d'ailleurs, dans tous mes livres, il n'est question que de ça, en fait. Tous mes romans sont traversés par ça. Dans tous mes romans, il y a cette histoire-là. Le livre d'Amraï, ce n'est que ça. Amraï, vous savez bien que c'est un prénom berbère. Amazir, qui veut dire l'amoureux. Et le livre est sorti après les attentats qu'il y a eu à Paris. C'est le livre de l'amoureux que je voulais opposer à d'autres qui parlaient au monde d'un autre livre. Donc voilà. Moi, mon travail, c'est à ce niveau-là. Mais bien sûr, je suis quelqu'un qui a à ma place aucune place, en fait. Sauf l'écrivain qui écrit. Mais c'est pas rien. Je sais. Merci. Question, oui. Il y a un élément qui manque dans ce débat, c'est le rôle de l'école. En Algérie, quand tu as parlé de l'échec de notre génération, je pense que tu as donné la réponse dans la phrase que c'était Mustafa, quand tu parles que peuvent les mots contre les Kalachnikov. Parce qu'on a eu affaire, et on a toujours affaire, à un pouvoir militaire. Il se trouve que les premières années, les années 60-70, on était encore sous l'influence de la culture française, de la démocratie. Et moi, j'ai été formé dans cette période-là. Je n'ai pas fait d'école d'études supérieures. Mais j'ai été formé dans les débats, à la cinémathèque, au Mouga, les ciné-clubs, théâtre et culture, avec Katb Yassine, sa troupe, le théâtre de la mer, etc. C'est dans ces débats, tous ces débats-là. Et le summum, c'était le festival panafricain de 69. Bon, là, les gens se posaient les bonnes questions. C'est là que j'avais compris, c'est dans ces débats-là que j'avais compris que l'Algérie de l'époque de Boumediene, de l'autre, de Mbella, ils mettaient le clignotant à gauche et ils allaient à droite. Mais plus on s'éloignait de cette période-là, ceux qui sortaient de l'école algérienne, de l'école de l'arabétisation, là où on t'apprend à apprendre et à répéter, tu n'as pas le droit de réfléchir. La période où on a supprimé la dissertation, parce que la dissertation, ça t'amène à réfléchir sur un sujet. On a développé plutôt les rédactions. Écrivez-moi votre sortie, je ne sais pas quoi. Bon, donc c'est tout ça qui a produit l'échec. C'est pas nous, c'est l'école qui a produit cet échec. Ce qu'a formé l'école. Mais bon, évidemment, il y a eu la naissance des paraboles, après des réseaux sociaux, etc., qui ont quand même apporté des éléments nouveaux pour notre jeunesse. Et c'est ça qui a abouti, par exemple, au Hirak. Le Hirak, ça a été une expérience unique au monde, où des manifestants se mettaient à la fin de la manifestation
des jeunes se mettaient à l'arrière pour nettoyer sur leur passage. Et la propreté, cette recherche de propreté, pour moi, elle signifiait une propreté aussi là-dedans. Et il y avait des jeunes qui se mettaient en gilet rouge entre la police et les manifestants pour éviter les dérapages. Mais bon, finalement, il y a eu le Covid qui est arrivé et qui a donné plus de force à la Kalachnikov. Voilà. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Moi, je connais pas trop bien en fait tout l'Algérie parce que moi je suis née en Algérie, mais je suis née très jeune, donc je voulais vous remercier parce que j'ai beaucoup apprécié votre discours et je trouve ça très intéressant pour la transmission pour les personnes franco-algériennes. J'ai hâte en fait de lire votre livre. Voilà, je ne vous connaissais pas avant, donc je voulais aussi remercier l'association pour ce qu'elle fait. Voilà, donc je vais découvrir et je trouve que c'est vraiment essentiel et important en fait de transmettre, parce que vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de transmission. C'est très complexe, mais je trouve que la CB voilà, elle est là pour ça aussi, et vous aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Dire un mot ? Bien sûr. En fait, c'est un livre de chroniques. Il y a une chronique qui s'appelle Taisez-vous. C'est tout. Tout le reste, c'est les soubresauts du monde, c'est l'Afrique, c'est le racisme, la question du racisme, ce qui se passe un peu partout dans le monde, que ce se passe en Europe, en Algérie ou au Maghreb, de manière générale. Non, c'est que ce sont à chaque fois, comment dire, une manière de remettre, de dire pourquoi les personnes souffrent, pourquoi les gens souffrent. C'est ça, c'est témoigner. Je ne sais pas, un travail politique, de recherche et tout ça, je ne suis pas à ce niveau-là, moi, personnellement, mais tout ce que nous évoquons m'intéresse, me touche, bien sûr, mais si on veut parler particulièrement de l'Algérie, c'est un débat important qui a été commencé, et qui continue encore, et encore, bien sûr, et qui concerne les Algériens qui vivent en Algérie, bien entendu, en premier chef. C'est leur combat, le combat des femmes et des hommes qui vivent là-bas. Et si les Algériens qui vivent par le monde, la diaspora algérienne peut aider, bien sûr, c'est comme ça, c'est important. Quand j'ai rencontré la question arménienne, l'histoire arménienne, j'ai rencontré des femmes et des hommes arméniens, des gens qui sont très proches d'ailleurs aujourd'hui, et au fur et à mesure que j'ai avancé dans cette recherche, dans ce travail, j'ai compris qu'il y avait plus d'Arméniens dans le monde qu'en Arménie. Et j'ai vu leur attachement à l'Arménie. C'est assez extraordinaire partout. Que l'Arménie, en fait, là où ils sont, elle est dans leur cœur, elle est avec eux, pour des raisons historiques et tout. Et donc, ça m'a touché, ça m'a bouleversé, et c'est pour ça que j'ai travaillé c'est-à-dire que j'ai fait des recherches, mais pour faire un roman en partant de drames arméniens, donc au début du XXe siècle. Et je veux dire par là, bien sûr que l'Algérie nous intéresse, mais ce n'était pas le propos de ce livre. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais quand on parle du racisme, c'est la chose la mieux partagée partout. Partout. Une dernière question, oui. Alors bonsoir, merci. Merci pour ce livre, merci pour la qualité de la présentation du chroniqueur
et du lieu. Alors moi, je suis interpellée évidemment par le titre, chroniqueur amer d'un Méditerranéen depuis le début, mais là maintenant j'ai évidemment la réponse à la question. Mais je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle, qui ont relevé la chronique Taisez-vous, elle est un peu logique finalement quand on vous écoute, en tout cas de ce côté-là. C'est parce que finalement, cette chronique Taisez-vous, de par son titre, résume un peu la problématique du livre. Puisque vous relatez toutes les problématiques que vous avez rencontrées à titre individuel tout le long de votre chemin sur le bassin méditerranéen, et pas que, sur toute l'Afrique, avec des illustrations, des récits que vous avez vécus. Et en même temps, vous avez envie de dire à tous ceux qui en ont parlé et qui ont peut-être pointé du doigt ou qui se sont appropriés le ou les sujets, l'ont fait de manière très... en fait, ils se sont servis. Ils se sont servis politiquement ou pour avoir du pouvoir. Et donc, en fait, c'est à ces personnages, je suppose que vous dites taisez-vous. Donc, quelque part, en fait, ça nous interpelle tous. En tout cas, tout le monde a été interpellé par soit le titre, soit la raison de cette chronique, parce que finalement, elle résume tous les sujets de ce livre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis très bien. Et heureusement, vous n'avez pas dit taisons-nous, parce que vous êtes l'écrivain quand même, ça aurait été un peu étonnant. Mais taisez-vous, oui, à toutes ces personnes-là qui font tout ce que vous avez relaté et en tirent un grand profit. Donc, c'est pourquoi cette chronique nous interpellera, quoi qu'il arrive, je pense, dans ce livre. Merci. Je vais vous dire une chose, un principe que j'essaye de suivre, l'humilité, être humble. Le combat des femmes et des hommes leur appartient. Personne n'a le droit de s'accaparer ce combat-là. C'est tout ce que je dis. C'est ça ce que je veux dire. Moi, je suis avec les moyens que j'ai, je fais ce que je peux. Ce que j'aime faire, c'est écrire, travailler, m'extraire du monde, rester plusieurs mois à la maison sans bouger et écrire jusqu'à terminer un texte en espérant qu'il va rencontrer son public. Et puis, il y a des choses dans le monde qui se passent partout qui nous révoltent, qui nous révulsent, qui nous font trembler parce qu'on pense que ces femmes et ces hommes, partout où ils sont nos frères et nos sœurs. Parce que nous appartenons à la même famille, nous sommes les mêmes. Et donc c'est tout. Mais si on pouvait toutes et tous être humbles, juste humbles et ne pas s'accaparer le travail de l'autre, au contraire, le renforcer. Le renforcer, même en me taisant et en disant, si tu as besoin de moi, je suis là, c'est tout. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout à notre niveau. Bien sûr qu'il y a des combats à mener, et les femmes et les hommes les mènent partout, tous les jours, tout le temps. Et donc, mais pourquoi je vais m'autoproclamer, moi, expert en ceci non, c'est pas non. Non, je suis expert en rien. Je suis peut-être expert en amitié, en amour, je veux bien, mais si on m'accrédite de cela, c'est bon. Merci Gabriel. Je vous conseille vivement donc de lire ce livre, pas seulement pour ce qu'il contient et qu'il résume, comme disait un écrivain yiddish, que le monde est moche et méchant, mais parce que je crois qu'il nous apprend à nous réconcilier avec l'humanité, avec nous-mêmes, et peut-être il nous met sur le chemin de faire que chaque matin soit une chanson nouvelle. Merci Yahya. On peut se retrouver effectivement à l'étage. Et puis, vous pouvez,